mais je crois qu'il faut, c'est à nous de faire l'effort d'aller vers eux. Je pense, ça rejoint aussi un peu ce que tu disais sur les jeunes. Les gens qui travaillent dans des associations humanitaires ou des associations écologistes, ils sont convaincus par ce qu'ils font. Alors, ils ne formulent pas forcément leurs idées de la façon dont on les comprend au niveau européen, mais je pense que c'est à nous, en tant que fonctionnaires aussi, de faire l'effort de les écouter et plus qu'à eux de comprendre nos fonctionnements et d'avoir des slogans qui soient vraiment à l'échelle européenne. Podemos, ce genre de mouvement, je pense que c'est malheureux que ce ne soit pas répercuté, comme vous dites, d'une façon peut-être plus politique, mais ça existe, c'est la réalité, et ça représente, je pense, une grande partie de la population, même si les gens, tout le monde ne va pas dans la rue, dormir la nuit sur une place. Je pense que c'est à nous, et ce côté condescendant, ça c'est aussi très grave, hein, et je pense que les citoyens en ont aussi ras-le-bol de ce côté condescendant du citoyen qui ne comprend rien à rien, comme vous disiez, le suffrage universel. Quand on l'a donné à tout le monde, eh bien, ces personnes n'étaient pas forcément non plus d'un niveau d'éducation qui leur permettait de voir peut-être tous les enjeux, mais ils avaient des choses à dire et il faut les écouter. Voilà. Si vous voulez rester plus longtemps, je pense que c'est difficile de rester tout à l'heure. On sera avec plaisir de rester tout l'après-midi avec vous, mais je ne suis pas sûr que tout le monde puisse se le permettre ici. Donc on va se donner encore une question ou deux. J'ai circulé chez des amis une interview de Chantal Delsol, une philosophe du droit, qui a, je trouve, traité avec énormément de finesse la question de la déconsidération des élus pour les soi-disant populistes. Dans le genre de choses qui, moi, me crispe, c'est ce mot populiste. De quel droit traitons-nous de populistes des gens qui ont une critique radicale, mais complètement fondée, même si n'ont pas les bonnes solutions. Ça, nous sommes bien d'accord sur le fait que leurs solutions ne sont pas bonnes. Mais qu'ils posent bien les problèmes. C'est un cri qui vient de l'intérieur. Et écoutons-les, nom d'une pipe. Cette déconsidération, par l'usage d'un mot, on fait taire quelqu'un. On dit « Monsieur, vous êtes un populiste ». Ça me fait penser au débat qu'on avait jadis à la DG Trade. Enfin, je crois que je n'ai pas toujours versé dans ce travers-là, mais quand quelqu'un était d'un avis différent du vôtre, on disait « c'est un protectionniste ». Et là, c'était fini, il n'y a plus besoin d'argumenter. On met une étiquette et on tire sur l'étiquette. Ce n'est pas sérieux. Merci. Écoutez, je serai télégraphique, donc Stéphane Maténé, les DG Emploi. J'avais deux commentaires télégraphiques et une question. Le premier commentaire, c'était merci vraiment beaucoup pour votre verbe, mais aussi votre pédagogie. Moi, j'ai vraiment, en tout cas, apprécié énormément. Deuxièmement, là, je sais que je serai hors sujet, mais je le dis quand même. Merci aussi à titre personnel, parce que vous avez parlé de l'Irlande qui a un petit peu retardé les choses, en tout cas au niveau du nombre des commissaires. Ma femme est irlandaise, donc merci pour ce cadeau. Et peut-être juste ma question, donc vous en avez parlé des coopérations renforcées. J'ai cru comprendre que vous n'êtes pas particulièrement chaud sur cette question, mais est-ce que vous pourriez juste peut-être une phrase élaborée? Moi je trouve que les coopérations renforcées ont des limites, mais ils ont quand même permis par exemple de des bateaux euro, je ne sais pas, l'espace Schengen, etc. Mais je vois déjà que vous avez des idées très claires, je vous remercie. Ce ne sont pas des coopérations renforcées. Elles fonctionnent comme des coopérations renforcées quelque part, mais elles n'en sont pas. Elles ont eu un traité. Ici, c'est un mécanisme à l'intérieur du traité où on va faire, par exemple, le brevet. On a réussi à le faire grâce aux coopérations renforcées, merci beaucoup, le divorce. Mais est-ce que vous allez vraiment faire l'impôt des sociétés avec une coopération renforcée? Ça, je voudrais quand même qu'on m'explique. Parce qu'il y a des rapports de force à l'intérieur du groupe de pays qui sont dans une coopération renforcée. Et où sont les coopérations des voix? Qu'est-ce que ça devient? Comment est-ce qu'on décide? Et ça se fait à huis clos, entre diplomates? Franchement, il s'agit de vote de l'impôt. C'est quand même la chose par excellence démocratique. Bientôt, on va. Et je pense qu'il y a là des cas où vraiment
c'est choquant de penser à la coopération renforcée. Et j'ajoute que superposer comme ça tous ces paquets, interdit l'arbitrage, interdit la cohérence, l'essence du politique, c'est la synthèse. C'est justement de pouvoir passer d'un sujet à l'autre. Et pour ça, il faut, par exemple, l'idée de faire des paquets. On a souvent avancé par paquets en Europe. Il y avait ceci dans tel chapitre de la PAC, ceci dans telle une directive sur les transports, on faisait un paquet. Mais si les gens sont isolés dans des petites cellules qui sont la coopération renforcée numéro 1, la coopération renforcée numéro 2, où est l'arbitrage? Donc vraiment, et en plus ça disperse. Alors qu'il faut créer ce sentiment d'une communauté de destin, on va bureaucratiser encore plus la structure. Donc moi je pense que c'est astucieux de la part de M. Juncker, qui en fait a été un peu pris de court. Il s'est dit voilà, il faut faire quelque chose pour les 60 ans. Je ne peux pas faire quelque chose qui va créer de l'embrouille aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Donc, je fais quelque chose qui va nous faire gagner du temps jusqu'à la fin de l'année, quand on aura de nouveaux leaders. Il faudra alors aller au fond des choses, mais dès maintenant, il ne faut pas se laisser enfermer dans l'hypothèse à traité constant. C'est une hypothèse qui conduit à l'échec de l'Europe. Bon, la dernière. Oui, on ne s'est pas exprimé. Merci. Adrien Laurent, DG Emploi. Alors, comme vous aviez décidé d'apprendre des choses aux jeunes, il faut nous ouvrir les yeux puisqu'on manque de réalisme. Moi, je vais essayer de vous apprendre quelque chose aussi. Les jeunes, aujourd'hui, ils attendent, je pense, du qualitatif. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a fait des politiques au XXe siècle dans une perspective relative, en fait. Et quand je lis, moi je lisais hier l'introduction du livre blanc sur les opportunités et les menaces, ça fait vraiment, enfin, pardon de le dire comme ça, mais ça fait un peu manuel de jeune fille apeurée, quoi. C'est vraiment, l'Europe est en train de décliner, il faut qu'on se bouge pour maintenir notre niveau. Il y a un moment où il faut aussi délivrer des choses concrètes. Alors, la démocratie, comme vous l'avez dit, si les gens sont aujourd'hui très défiants face à l'Union européenne, ils le sont encore plus face à leurs gouvernements nationaux. Donc on peut imaginer là quelque chose à construire, une espèce d'alliance entre l'Union européenne qui serait capable de renouveler la démocratie en apportant des solutions directement aux citoyens, des solutions que leurs gouvernements nationaux ne seraient pas capables forcément d'apporter. Ça c'est un premier élément. Ensuite, dans les qualitatifs, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé aujourd'hui, c'est environnement. L'Union européenne, je suis quand même assez content de voir qu'elle se bouge beaucoup sur le climat, sur l'environnement. Là aussi, il y a des choses à apporter. Et enfin, moi, alors, je suis d'accord, je ne suis pas naïf, je ferme pas les yeux, on est dans un monde où on est avec d'autres acteurs internationaux. Seulement, la sécurité, aucune politique de sécurité n'a jamais empêché d'attentats. Donc, il y a un moment où ce que l'Union européenne est capable d'apporter en politique de défense, ça reste limité en termes qualitatifs. C'est-à-dire qu'on n'empêchera jamais personne de mourir à 100%. Donc là aussi, il faut y réfléchir. Et pour rejoindre ce que disait ma collègue de la DGEAC, en termes d'investissement dans la sécurité, dans la défense, on sera, même si, alors déjà il faut choisir pour arbitrer avec d'autres politiques, mais en plus de ça, on ne sera jamais capable d'investir autant que les États-Unis. Et donc on a déjà un train de retard ferme. Voilà. Sur l'environnement, je crois que on est assez d'accord sur le fait que c'est en effet un des enjeux. Quand je fais une introduction complète, je mentionne toujours le défi écologique comme premier, mais sur la question de la défense telle qu'elle est aujourd'hui, elle donne l'impression à l'opinion, y compris les jeunes, qu'il n'y a pas de problème, tout se passe bien, les Américains sont en charge, nous leur apportons un coup de main là où il faut, quand il faut, et tout est bien dans le meilleur des mondes. Par exemple, nous avons l'illusion que cette protection américaine est gratuite. Nous la payons en emploi et en technologie. C'est une démonstration un peu longue à faire, mais elle est cristal clean. Les Gémeaux,
sécurité qu'il apporte, obtient des avantages. Je vais vous donner un exemple, parce que à un moment donné, j'étais chez Davignon. Et Siemens nous alerte. Ils sont sur le point de vendre à l'Arabie Saoudite un dispositif de commutateur de télécommunications gigantesque. Et ils sont bien placés, ils sont quasiment le marché en main. Le président des États-Unis appelle le roi d'Arabie Saoudite. Il lui dit, cher ami, qui vous protège? Siemens a perdu son marché. Cette politique hamiltonienne des États-Unis est constante. L'Amérique a 11 porte-avions, 10 pour le moment. Elle peut, à n'importe quel endroit du monde, assurer la sécurité d'un régime. C'est le seul pays au monde qui peut le faire. Et ils se payent sur la dette. Ils ont des contreparties. Écoutez, vous avez suivi la guerre d'Irak, sûrement. Celle de M. Bush Jr. Vous avez vu les contrats américains. Fabuleux! Mais fabuleux! Ce sont des chiffres par dizaines de milliards, les Halliburton, etc. En contrepartie de l'opération menée par Bush Jr. Ce sont des jobs, hein, ça. C'est des profits. Et l'Amérique ne cesse jamais de faire ça. Et sa politique du dollar. Donc pour le moment, le dollar est cher. Mais rassurez-vous, ils nous forceront à remonter l'euro. Et à ce moment-là, nous le verrons dans notre compétitivité à l'exportation. Vous pouvez énumérer ainsi un tas d'exemples. Ils ont fait payer 9 milliards à BNP Paribas, qui avait commis, en effet, des illégalités en regard de la loi américaine sur les sanctions vis-à-vis de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'opérer en dollars, on ne va pas opérer en euros. Conclusion, on tombe, d'après la législation américaine, dans le champ des décisions américaines. 9 milliards. Vous direz, c'est pas très grave, ça, 9 milliards. Hein, c'est autant que les banques françaises font un malheur pour le moment sur le CAC 40. C'est fabuleux. Sauf que ça affaiblit les banques européennes au moment où les banques américaines n'ont jamais eu plus de liquidité. Et vous croyez qu'ils ne vont pas nous racheter? Et vous croyez qu'il n'y a pas de lien entre la politique d'extraterritorialité? Il y a aujourd'hui des études remarquables qui sont faites par des universitaires, aussi par des consultants, sur cette question de l'extraterritorialité des lois américaines. Nous payons cher pour la défense par les Américains. On paiera toujours quelque chose puisqu'on ne sera jamais stratégiquement à leur niveau. Mais si on a la parité politique, dont la condition est simplement d'unifier les systèmes de défense nationaux, c'est pas de créer une défense européenne from scratch, c'est en fait rationaliser, ce qui permet de dépenser moins aussi. Donc, vous avez, comme jeune, vous m'avez appris quelque chose, et j'espère que comme aîné, je vous ai appris un petit quelque chose pour les jeunes aussi. Ok? Bon, je ne sais pas s'il faut en rester là, je pense, parce qu'on va